Bonsoir, bienvenue chez nous les artistes. Au sommaire, le chic de sa couronne survivra au choc de sa mort, sa mort assure le monde. À peine la reine Elisabeth partie, que son glamour anime l'actualité. La reine des chapeaux, devenue icône de la mode, de la pop culture et au cinéma, but why? Question sur une femme, The Queen, devenue emblème dans la mode, la musique, les films, les séries. Comment la reine Elisabeth a-t-elle pu savamment construire son image d'icône de la pop culture au cours de son long règne? Notamment racontée au cinéma par de la série The Crown de Netflix. Réponse tout à l'heure, on y réfléchira. Autre sujet, depuis toujours le cinéma, puisqu'on en parle, où le théâtre ont joué un rôle magnifique sur la scène, très souvent, a été inspiré des livres. Et ce soir, chez nous les artistes, nous parlerons d'adaptation de livres, d'œuvres littéraires, à la faveur d'une scène très courue ce soir à l'Institut français de Yaoundé. Jacobin Yarraud, un maître, un géant du théâtre sur scène, ramène Le Vieux Nègre et la médaille de Ferdinand Léopold Loyono. Un classique spécial recommandation, un régal sans égal. On vous invite à cette rencontre-là. Entre-temps, question d'actualité, du papier au grand écran. Que reste-t-il de nos romans? Et quand ces paragraphes se font distendre sur les planches du théâtre, les œuvres survivent-elles ou bien on doit y voir une forme de promotion pour augmenter et susciter la consommation des livres? Rendez-vous avec Bassek Bakobio, Serge Pout, Laurent Guillaume, Jean-Pierre Becolor, producteur et réalisateur. Et voilà, c'est notre menu. Bonsoir Carlette Esso. Bonsoir Steve Chiga. On passe à toi pour la suite de Chez nous les artistes. Merci. Avant que vous ne refermiez votre journal, l'info se poursuit sur nos plateformes, CRTV Web et surtout le réseau CRTV. Bien évidemment, avant que vous ne partiez, spéciale recommandation, Le Vieux Nègre et la médaille. Vous connaissez ce chaîne. Tout à fait. En ce moment, il est en adaptation sur les planches du théâtre à l'Institut français du Cameroun de Yaoundé. Et qui signe la maîtrise? C'est Jacobin Yarraud, un maître du théâtre. Et ça nous donne le prétexte justement de parler chez nous les artistes de l'adaptation littéraire telle qu'elle peut promouvoir, encourager, susciter, motiver la consommation de nos livres. Un bon rendez-vous à recommander à nos chers téléspectateurs, à vos téléspectateurs de Chez nous les artistes. Les vôtres aussi. Et entre-temps, vous aimez le chic et le glamour, on parlera de la reine Elisabeth, la reine des chapeaux, devenue une icône de la mode, de la culture, et on verra comment elle a crevé l'écran du cinéma par, évidemment, les personnes qui l'ont incarnée. C'est Sa Majesté. Sa Majesté. À très bientôt. Bonne soirée, Carlette Esso. Bonne émission, Steve. Il est souhaitable que vous vous décidiez dès maintenant sur le choix de votre nom. Le choix de mon nom? Oui, madame. Votre nom de règne. Celui que vous déciderez de porter en tant que reine. Dans ce cas, nous n'allons pas compliquer inutilement les choses. Mon prénom est Elisabeth. Soit. Longue vie à la reine Elisabeth. Vous vous sentez seul? En effet. C'est pourquoi il est important d'avoir la bonne personne à ses côtés. Vous comprenez que les titres de noblesse, ce n'est pas le travail. C'est elle, le travail. Aimez-la. Protégez-la. C'est elle qui est l'essence de votre devoir. Nous avons un nouveau souverain. Une femme, une jeune femme. Je vais descendre de l'avion avec elle. Non, monsieur. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, la couronne a la préséance. Vous ne pensez pas que j'aurais préféré grandir loin des projecteurs, loin de la cour, loin du regard de tous? Soyez ferme, appuyez-vous uniquement sur la loi. Je sais que c'est Winston Churchill, mais n'oubliez pas qui vous êtes. Je ne vous suis êtes personne. La reine d'Angleterre. La couronne doit gagner. Doit toujours gagner.
Ah oui, je partageais ses vues. Avec cette couronne, elle tient un record, 70 ans de règne. Certainement la série Netflix The Crown la plus demandée. Elle retrace le règne de la reine Elisabeth. Pendant ses 70 ans de règne, justement, on a vu à l'écran du cinéma, à la télévision et sur la pochette du single God Save the Queen des Sex Pistols en 1977, des affiches de Crown, de Netflix, de Simpson à The Crown. Justement, la monarque a inspiré de nombreux artistes aux côtés de James Bond. Elle a participé elle-même à la construction de son image d'icône de pop culture. Et comment une souveraine aussi traditionnelle que la reine d'Angleterre a-t-elle pu devenir une icône de la pop culture? On s'en fait un petit écho dans cette édition chez nous les artistes, en rappelant que la 6e saison de The Crown est en cours de production. Peter Morgan, son scénariste, a annoncé qu'il allait interrompre son tournage par respect pour sa mémoire, la mémoire de la reine. Et la date de reprise n'a pas été précisée, n'a pas été communiquée, mais cette décision publiée, rapportée par le site américain Deadline, suivie après l'annonce du décès. Les dernières nouvelles, c'est avec Ruth Marcel Ngomban. Est une lettre d'amour pour elle et je n'ai rien à ajouter pour le moment, juste le silence et le respect. Je pense que nous allons arrêter de filmer par respect aussi. Telle est la déclaration de Peter Morgan, scénariste de la série The Crown, après l'annonce de la disparition de la reine Elisabeth II. Le triste événement avait déjà été évoqué en 2016 par son producteur exécutif Stephen Daldry. Ce dernier prévoyait une interruption de sa production en cas de décès de son inspiratrice, la reine. Il avait alors expliqué « Aucun d'entre nous ne sait quand ce moment viendra, mais il serait juste et approprié de montrer du respect à la reine. Il s'agirait d'un simple hommage et d'une marque de respect. Elle est une figure mondiale et c'est ce que nous devrions faire. » Le tournage de la dernière et 6e saison de la série The Crown est interrompu bien qu'annoncé sur la plateforme Netflix pour novembre prochain. La série retrace le règne hors du commun de la monarque. Claire Foy et Olivia Colman ont incarné le personnage remarquable tour à tour dans les 4 premières saisons. Dans les 5e et 6e saisons, c'est l'actrice Imelda Staunton qui joue la reine aux 70 ans de règne. The Crown est diffusée sur Netflix depuis 2016 et a connu un succès immense et intéressé un public beaucoup plus large. Elle revient dans le détail sur la vie de l'impératrice et sa relation avec son mari Philippe, mettant en scène disputes conjugales, scandales et crises politiques. Malgré l'interruption du tournage de la saison 6 de la série The Crown, par respect pour la mémoire de la reine, Elizabeth Alexandra Mary Windsor, celle-ci reste très attendue et la reine à jamais dans les cœurs. Les actrices Claire Foy et Olivia Colman qui ont campé le rôle de la reine dans les 4 premières saisons de la série avant The Crown. Elle était apparue au cinéma de nombreuses fois dans des films et séries comme The Queen en 2006. The Crown a permis aux jeunes Britanniques, et de plusieurs générations d'ailleurs, et aux abonnés de Netflix d'en apprendre sur le long règne d'Elisabeth II et beaucoup contribué à sa popularité. Un succès dans le box-office que la famille royale n'a pas beaucoup apprécié d'ailleurs, de quoi émouvoir et animer la toile comme les plateaux de télévision. C'est un peu ce qu'on va voir dans notre revue des médias qui va suivre, avec notamment Stéphane Bern. Il est le présentateur de l'émission Secret d'Histoire et il a consacré justement une édition spéciale à la reine d'Angleterre. Morceau choisi, suivons. C'est très sympathique de regarder The Crown. Je ne sais pas si vous avez vu la série. Oui, mais ça ne plaît pas du tout à la reine. Je peux comprendre parce que c'est une fiction. Non, enfin, on ne saura jamais ce qu'elle pense au fond. Mais si vous voulez, c'est une fiction. Regarde. Vous pensez, vous, Stéphane, je pense qu'elle a dû regarder les premiers épisodes et puis on lui a raconté les derniers. Mais dans la saison 4, ce qui m'agace, c'est qu'on aurait dû dire que c'était une fiction. Voilà, c'est la seule chose, c'est le bémol. C'est très bien joué, c'est très sympathique, on apprend plein de choses, sauf que ce n'est pas de l'histoire. Et qu'est-ce qui est faux, par exemple? Tiens, Stéphane. Écoutez, on sent très bien il y a plein de détails. Michael Fagan s'est pas assis sur le lit de la reine en lui demandant de virer Margaret Thatcher. La reine n'a jamais dit à Margaret Thatcher « je vous en veux pour tout ce que vous faites parce que vous n'avez pas de cœur ». Elle lui a dit autrement. L'histoire de Charles et Diana est racontée de l'angle d'Andrew Morton qui était le confident de Diana. Mais si vous voulez, dans un divorce, il faut être... il y a 50% des torts sans partager. C'est trop favorable. C'est trop favorable à Diana et
très très dur avec Charles. Il n'a jamais appelé Camille. Il y a eu un détail, on dit qu'il l'appelait tous les jours. C'est faux. Entre son mariage en 81 et après la naissance, au-delà de la naissance d'Harry, qui est né en 84, donc à partir de 86, entre 80 et 86, pendant 5 ans, il n'a plus jamais parlé, à part dans les cérémonies officielles, à Camilla Parker Bowles. Donc c'est assez injuste de voir un complot ourdi contre Diana. Vous voyez, c'est amusant à regarder quand c'est une fiction, mais ce n'est pas la vérité historique. Et encore une fois... Souvent, la vérité est parfois encore plus intéressante que la fiction. Souvent plus intéressante. Mais si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre un peu de recul, avoir une certaine distance. L'humour nous permet d'avoir de la distance. Moi, je regarde tout ça avec un peu d'amusement et un peu d'humour. Je comprends que les principaux protagonistes soient furieux aussi. Je pense au prince William qui a déclaré qu'il n'aimait pas la manière dont on présentait ses parents. Si vous voulez, un homme qui aime son père et on présente son père comme un ennemi de sa mère, ce qui n'était pas le cas, si vous voulez. Pas tout. Bern, présentateur de Secrets d'Histoire, qui, avec son loto du patrimoine, récompense les gardiens, les amis de la mémoire. Un Camerounais partage cette vision, mais cette fois dans la littérature. Pabé Mongo, écrivain universitaire, il annonce un podium de récompenses littéraires. Première édition des Grands Prix littéraires du Mont Cameroun. Rendez-vous donc au sommet du grand art, invitation de l'Association nationale des poètes et écrivains du Cameroun, qui organise en décembre prochain la toute première édition des prix littéraires du Mont Cameroun. Pabé Mongo, l'auteur de Père Inconnu, l'homme de la rue, le célèbre Wamacool, est le coordonnateur du pôle art littéraire au ministère des Arts et de la Culture. Il a expliqué l'importance de ce concours au micro de Caresse Essiane. Le Cameroun est un pays de génie littéraire. Le Cameroun, c'est le pays de René Philombe. C'est le pays de Mongo Betty, c'est le pays de Eugène Baudet, de Calix Beyala, de Djaïli, etc., qui rafle les prix littéraires dans le monde entier. Et comment voulez-vous que jusqu'à présent, on continue de rester sans nos propres instances, n'est-ce pas, de récompense? Et les prix littéraires du Mont Cameroun sont des prix que nous voulons pérennes, dans une structure qui impacte toute la littérature camerounaise. D'abord dans toutes ses langues d'expression, dans la littérature camerounaise en anglais, la littérature camerounaise en français, la littérature camerounaise en langue nationale. Il y a le Grand Prix littéraire qui sortira de l'une de ces langues-là. Une innovation qui entend récompenser le talent des plumes qui s'expriment en français, en anglais, mais aussi dans les langues nationales. Sur la même ligne de pensée, il y a cette semaine à Buea, dans le sud-ouest, le National Reading Challenge dans le sud-ouest, disais-je, in the city of Buea, that has served as the kick-off venue for the National Reading Challenge at the Cameroonian Cultural Center. The event brought together young Cameroonians with the aim to promote reading. 85 of them have been drawn from all the 10 regions. Our reporters got great reaction during the award ceremony. Take a listen. I'm Abita Komak, the medical student, Faculty of Health Sciences, University of Buea, and equally the president of the Literary Association for Young Cameroonians. Okay. This is the first time this has been organized in this city. What is this organization all about? The National Reading Challenge is organized with the main aim to develop the reading culture amongst Cameroonian youths and to also inculcate the reading spirit amongst Cameroonians. Okay, greetings to everyone. My name is Ashley Wotane Luma. I'm the Vice President of the Literary Association for Young Cameroonians. The first criteria and the main criteria was concerning the ages. Yeah, we took from 15 to 30. Those was the main. Then later on we looked also at the languages and your class, your level, because we had to make into different categories so there will not be bias. 3 different categories so that everybody will feel at ease and the competition will be fair enough. I saw more girls picking up among the first 5. Are you so happy that the women are taking the lead? Yeah, no, I'm very, very happy that the women are really taking this initiative to
also empower themselves, even through reading, studying, personal development, so that we can make our country a better place. It's a competition, but I first came with the idea to study and to give in my best. What I can say is the spice I put in was intentionality. I was intentional about what I was doing, the summary report, and I had to research more. Actually, I had no idea about summary writing. It broadens my mind, like it increases my vocabulary. It's excellent, well performed today. Were you certain you were going to win? No, I wasn't certain. Since it's a challenge, I knew other people were giving their best and best. So I also tried to give in my best in it to be able to be at the top, and I'm very excited today. Wow, I feel so elated. I feel so happy because it's a dream come true. I never expected to win this competition, but by the grace of God, I emerged as one of the best 5 winners of this competition. Thank you very much. Lire des livres, ça délivre. Vous avez certainement regardé des films ou des séries télévisées, adoré des scènes de théâtre. Très souvent, ils sont inspirés des livres. Regardez, par exemple, ce dont on parlait tout à l'heure, dans les coulisses d'une scène qui a lieu ce soir à l'Institut français de Yaoundé. Jacobin Yaro remet sur scène Meka, du Vieux Nègre et la Médaille, du roman au théâtre, un spectacle que j'espère attraper tout à l'heure en sortant d'ici. En attendant, voilà qui remet au goût du jour Ferdinand Oyono sous les lumières de l'actualité. Et en quittant la Terre des Hommes en juin 2010, Ferdinand Oyono laisse derrière lui 3 romans célèbres: Souvenir d'une Afrique au bord de la décolonisation, Une vie de boy, 1956, Le Vieux Nègre et la Médaille, un peu plus de la même année, Chemin d'Europe, en 1960. Et pour ces chefs-d'œuvre, la maison d'édition Julliard a accepté de céder les droits d'exploitation en Afrique aux éditions Florzois, les délices littéraires dans la trentaine des classiques africains, dont les droits appartiennent encore à des maisons d'édition françaises. Entre les lignes, justement, l'idée est qu'il faut rendre son indépendance à la littérature africaine. Juste une petite pile CD, mais un si grand pas pour les lettres africaines. Cette session de droit est une réponse à un vieil appel d'auteurs africains qui souhaitent être publiés dans leur pays. La nouvelle est écrite en lettres de joie dans ce communiqué des éditions Florzois. Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public que la maison d'édition Julliard a accepté de nous céder les droits d'exploitation en Afrique de l'œuvre de l'écrivain camerounais Ferdinand Léopold Oyono. Une vie de boy, Le Vieux Nègre et la Médaille, Chemin d'Europe. Des délices littéraires dont la trentaine des classiques africains dont les droits appartiennent encore à des maisons d'édition françaises. Les éditeurs africains ont toujours rencontré des difficultés à faire publier un auteur qui avait déjà été publié en France. L'enjeu d'une réédition d'un texte en Afrique francophone réside dans la large diffusion des classiques à un prix abordable dans nos librairies. Et pour les cinéastes, la vie de ces romans passerait aussi facilement de l'écrit à l'écran grâce à des adaptations cinématographiques. Le Front de libération des classiques africains défend l'idée dans une tribune au Monde que les œuvres majeures de l'Afrique francophone ne soient plus seulement éditées à Saint-Germain-des-Prés. Le plaidoyer de leurs plumes a un cri de cœur. Ils n'ont pas libéré la littérature africaine. Et comme le martèle cette une du journal Le Monde, il faut rendre son indépendance à la littérature africaine. Le Vieux Nègre et la Médaille, publié en 1956, se concentre sur la date symbolique du 14 juillet, fêté dans un district éloigné. Ce jour-là, Meka, qui a donné des terrains aux missionnaires pour leur église et dont 2 fils sont morts à la guerre, est d'abord heureux d'être honoré par une médaille de reconnaissance de la France, à laquelle tous les proches applaudissent en 2 jours après une cérémonie qui tourne au grand guignol et dans une nuit d'humiliation. Note de lecture ou note d'appréciation de quelques internautes que nous avons rencontrés. C'est un morceau choisi qui partage leurs appréciations de ce livre. D'un villageois du sud du Cameroun qui va recevoir une médaille de l'administration coloniale pour son dévouement, entre guillemets. Meka, puisqu'il s'agit de lui, va recevoir donc la médaille. D'une naïveté légendaire, ce monsieur va donner
l'ensemble de ces terres à l'église catholique en l'occurrence. Et il va donner aussi certains de ses enfants. Donc il va sacrifier beaucoup de choses pour le compte de l'administration coloniale. C'est pour ça qu'on veut lui donner une médaille. Pour ça, le haut commissaire, comme ils appellent, le haut commissaire est censé se déplacer pour arriver dans son village. Alors il arrive dans son village et lors d'une grande cérémonie, une cérémonie qui met tout le village en ébullition, Meka va se rendre compte à ses dépens que les relations qui sont entretenues, les relations qu'il entretient ou que les villageois entretiennent avec le colonisateur sont bien loin de ce qu'ils prétendent. Parce que ils vont se rendre compte que le haut commissaire qui arrive lors de la cérémonie dit par la voix du traducteur que non, ils sont des frères et que franchement c'est comme ça qu'ils voient les choses. Mais on voit très bien comment pour des frères, les blancs sont d'un côté et les indigènes sont de l'autre. Plus loin, Meka va se rendre compte que en réalité il a la médaille, mais il a un indigène comme tout autre indigène. Parce qu'on va l'humilier, on va le brutaliser, et on va le jeter en prison comme moins que rien. Sur le chemin de retour, lorsqu'il sort de la prison, il va ruminer tout ça. Et il va se dire finalement, il est loin du compte, qu'on a passé le temps à le tromper. C'est une très belle œuvre. C'est un chef-d'œuvre en fait. À la manière dont Ferdinand Yono décrit le village, c'est franchement... Kilimanjaro, Mao. Kilimanjaro, Malan. Kilimanjaro. Merci infiniment pour ces images sur les ambiances musicales des Corosvel. En revanche, vous avez vu quelqu'un se préparer à nous parler, Basek Bakobio, l'auteur de Sango Malo, l'écrivain-réalisateur Basek Bakobio, auteur du livre paru en 1982, adapté au cinéma. C'est son premier long métrage, sorti en 1991, considéré comme l'un des classiques du cinéma africain. Sango Malo est le film qui a révélé Basek Bakobio, créateur du festival Écran Noir. Nous l'avons rencontré au siège de son association ici à Yaoundé et il nous a par exemple expliqué pourquoi il est important d'adapter les œuvres littéraires aujourd'hui, tant qu'elles peuvent, cette façon, cette démarche permettre de promouvoir la littérature, que ce soit au cinéma ou au théâtre, aux arts plus vivants. Voici un extrait de Basek Bakobio qui explique le bien fondé de l'adaptation littéraire. Un livre qui passe à l'écran, qui est adapté, touche infiniment plus de public. Il n'y a peut-être pas cette conversation profonde entre le lecteur qui devient le spectateur et le livre, n'est-ce pas, parce que là vous conversez avec un auteur, vous dissertez, vous tournez la page, vous revenez, même si aujourd'hui il y a la posture d'aller avancer et de revenir, vous cochez des pages, vous arrêtez, vous suspendez, puis vous reprenez. Il y a une relation particulière entre le lecteur et un livre. Alors qu'un film, c'est peut-être un passage assez rapide, n'est-ce pas? Mais il n'empêche que le livre qui est devenu film touche immensément plus de monde. Il touche plus de monde. Vous savez, quand un livre en Afrique est vendu à 2000 exemplaires, c'est un succès. Quand vous avez une salle de cinéma, nous avions le cinéma à Bia à l'époque, c'était 1500 personnes. Quand j'ai fait Sango Malo, quelques jours avant que les villes mortes ne démarrent, j'avais toutes les salles pleines, Vouri, à Douala, à Yaoundé, ça me donnait déjà pour les 2 projections 3000 personnes. Donc le cinéma est un très bon débouché, un très bon tam-tam pour le livre. Très large public, avec, je vous ai dit, le défaut d'une conversation, d'une relation assez superficielle.
parce que le film il passe. Parfois vous pouvez l'oublier après 5 ans s'il n'a pas été très très fort. On oublie rarement les livres qu'on a lus par exemple jusqu'à la fin. Mais il est confidentiel le livre, mais le cinéma devrait davantage se nourrir du livre, surtout dans nos contextes à nous, où les auteurs ne sont pas très créatifs au niveau du scénario. Il y a des livres extraordinaires qu'il faut adapter. Et nous sommes par exemple sur un projet où nous adaptons 6 livres de l'Afrique centrale, 6 romans, n'est-ce pas, qui sont dans chaque pays important. Parce qu'après le succès de l'adaptation du Silence de la forêt, j'ai depuis eu ce projet, mais là on a travaillé, on a déjà 6 scénarios qui sont des adaptations de livres. Imaginez qu'aujourd'hui, vous demandiez à un jeune garçon d'aller voir Le Vieux Nègre et la médaille, d'aller lire. Je ne suis pas sûr qu'il irait. Mais si vous lui disiez d'aller voir Le Vieux Nègre et la médaille, ça aurait un succès énorme, n'est-ce pas? Parce que ce serait ludique, ce serait pas la difficulté de s'asseoir, de prendre un livre, n'est-ce pas? Ce serait d'aller regarder. Donc, oui, le cinéma constitue pour le livre un très beau prolongement, n'est-ce pas? Un très beau prolongement. Et c'est pas un hasard si des grands scénaristes dans le monde sont des romanciers, sont des auteurs de théâtre, sont des écrivains ou des journalistes. Et quand j'ai produit Le Silence de la forêt pour la République centrafricaine, jusqu'aujourd'hui c'est un événement pour eux, n'est-ce pas? Parce que c'est le roman centrafricain qui a été adapté au cinéma. Merci Bassek Bakobio, c'est de ce livre qui parle. Le Vieux Nègre et la médaille. On en reparle tout à l'heure, à suivre tout à l'heure dans notre entretien grand format avec une icône du cinéma, dingue des lettres, hein, Jean-Pierre Bekolo, cinéaste, producteur, à 25 ans, auteur du très célèbre Quartier Mozart, le film qui lui a valu d'être reconnu sur la scène du Festival de Cannes en 1992. Et la critique n'en dira que du bien. Et bien, il a un projet, Scripto Sensa, le programme d'adaptation à l'écran de romans africains comme celui-ci, pour lequel il a été invité à la Biennale de Dakar en mai 2022, dans le cadre de la Foire internationale du livre d'art africain. Scripto Sensa est un programme d'adaptation littéraire au cinéma destiné à porter les grands romans africains à l'écran. Il en parle dans un entretien avec Serge Pout, le gardien de notre bibliothèque. Mais il n'est pas seul, il est avec Laurent Guillaume, romancier aussi. C'est une partie à 3, bien réfléchie, nourrie d'idées pour partager la richesse du rencontre. Et ils sont en ce moment à l'Institut français du Cameroun, de Yaoundé, où notamment ce livre de Ferdinand Oyono, Le Vieux Nègre et la médaille, est adapté sur les plans du théâtre par Jacobin Yaro. Moment d'entretien, on se reparle dans quelques minutes. Les films, dans leur forme variée, font plaisir. Mais savons-nous que bien de productions du 7e art ne se suffisent pas elles-mêmes? Elles puisent leur sève dans des livres, et très souvent des livres de fiction. L'expérience est courante dans les pays du Nord, elle est rare en Afrique subsaharienne surtout et au Cameroun, où le cinéma se nourrit de l'oralité lorsque il ne s'agit pas simplement de l'imagination fertile des porteurs de projets. Jean-Pierre Bekolo, cinéaste, réalisateur international, camerounais pur jus, entreprend de dresser un pont entre ces deux arts qui ont l'écrit en partage, pour dire le moins. Il le fait en mettant en place le projet Scripto Sensa, une manière de masterclass où l'on apprend à se servir du livre comme d'un abreuvoir. Jean-Pierre Bekolo, bienvenue dans ce magazine. Bienvenue, bonjour, merci. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure, vous a rejoint Laurent Guillaume, qui est un romancier doublé d'un scénariste. Il a publié beaucoup de romans et est très attendu à venir là. Le tout prochain roman intitulé Un coin du ciel brûlé. Bienvenue. Merci. Alors la première question que je vous pose, à vous deux, on se rend compte que vous êtes très proches des livres. Quels sont, je commence par vous, Laurent Guillaume, les livres qui vous aident à travailler, qui nourrissent votre travail? En fait, je crois que si on peut désigner un livre comme étant la source de son inspiration, c'est qu'on a loupé quelque chose. Je pense qu'en fait, aucun auteur, que ce soit un cinéaste ou un romancier,
n'est capable de dire voilà tel livre est à l'origine de ma passion pour la littérature. C'est un ensemble, un contexte. Et moi, il y a des romans qui ont nourri mon imagination, puis il y a des films aussi. Et je pense que c'est la littérature et le cinéma, c'est deux médias complémentaires. C'est deux façons de raconter une histoire un peu différentes, mais qui sont presque deux médias frères. Et donc, moi, je me sers de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu regarder dans les salles obscures pour pouvoir travailler et écrire et mes romans et mes scénarios. Jean-Pierre Beccolo, est-ce que les narratifs, qui ne sont pas forcément du domaine de la littérature, vous aident aussi? Oui, j'ai envie de dire que moi, je suis plutôt, au départ, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait des études de physique, et j'arrive au cinéma par la technique, puisque je suis monteur d'abord, à la télévision nationale. Hein. Et c'est vrai que, n'ayant pas fait donc le cycle classique littéraire, nous avons quand même eu ce qu'il y avait au programme, hein, les Mongo Betty et autres, mais je crois que ce qui vraiment m'a marqué, c'est les cours de sémiologie, que je prends d'abord auprès d'un monsieur qui s'appelle Jules Gritti en France, et puis après de Christian Metz. Donc lui, c'est la sémiologie du cinéma, donc c'est lui un peu qui invente cette discipline-là. C'est-à-dire que, bon, évidemment, le cinéma se sert des signes, hein, mais le signe qui est texte, le signe écrit, quelque part, prend beaucoup de sens. Et quand tu posais la question tout à l'heure sur quel livre, en fait, finalement, je réalise que j'ai lu des romans, d'accord, mais j'aime beaucoup les essais. Et puis j'aime aussi un peu les livres sur la théorie un peu, peut-être pas du cinéma, mais les structuralistes en général. C'est-à-dire que des gens comme Umberto Eco m'ont beaucoup marqué parce qu'à la fois, il était prof de sémiotique à l'Université de Bologne, mais en même temps, il écrivait des romans comme Au nom de la rose et tout ça. C'est plutôt trop cérébral pour quelqu'un qui fait dans les productions de fiction. Ben moi, je pense que le cinéaste est un vulgarisateur. Il doit prendre les choses complexes et les rendre digestes pour la masse. Donc, il ne s'agit pas aussi non plus de ne pas faire un travail en amont, de ne pas aller chercher. Mais effectivement, on a comme devoir de rendre ça simple, digeste et lisible par tous. Alors, Laurent Guillaume, qu'est-ce que le cinéma doit à la littérature? Je crois qu'en fait, le cinéma doit à la littérature la grammaire, en fait, un mode d'expression. En fait, ce que je crois, c'est qu'en fait, le cinéma comme la littérature procède d'une envie, l'envie de partager une histoire avec quelqu'un, et que d'une certaine façon, c'est une façon différente de s'exprimer, mais en fait, le principe est toujours le même. C'est-à-dire que moi, ce que je crois dans la littérature, c'est qu'il doit y avoir deux lectures d'un roman, et que dans le cinéma, il doit y avoir deux lectures, deux niveaux de visionnage d'un film. Et que d'une certaine façon, ce cousinage apparaît par le fait que on peut regarder un film, on peut lire un roman à divers niveaux. La plupart du temps, dans le divertissement, il n'y a qu'un niveau de lecture, et je trouve ça dommage. Et c'est une des choses qu'on a abordées avec Jean-Pierre et avec nos stagiaires, c'est-à-dire, en gros, il doit y avoir un fond, c'est ce qu'on appelle le thème. En fait, il doit y avoir un fond qui doit évoquer quelque chose de la société, ça doit être utile. Et le cinéma doit être utile, comme la littérature doit être utile. Et moi, ce que j'essaye de faire, et dans mes romans et dans mes scénarios, c'est de cacher, d'une certaine façon, le message utile derrière la fantaisie et derrière la fiction. Alors, quand je posais la question, je pensais à ce que les grands films du monde entier ont été puisés très loin dans les grands romans. Est-ce que ça ne vous dit pas aussi? Quand je pose la question, qu'est-ce que le cinéma doit à la littérature, c'est que les très grands films doivent aux best-sellers. Bon, évidemment, c'est comme Laurent Guillaume l'a martelé pendant la semaine qu'on vient de passer, c'est l'histoire. Bon, évidemment, le roman est d'abord un support d'histoire. Et si le cinéaste est un raconteur d'histoire, ou une espèce de conteur si on veut, je pense qu'il ne pourrait se passer de ces textes qui ont été consignés sur un autre média qu'est le livre. Donc je pense que si on définit le cinéma comme raconter des histoires, évidemment que la littérature... romanesque, voilà, le roman, en fait, que le cinéma doit beaucoup au roman. On pense que 80% des grands films, des films qui ont obtenu des Césars, des Oscars, sont tirés des livres. Et ce qui est normal, parce qu'une belle histoire est toujours écrite, plus ou moins. Maintenant,
Est-ce que ce sera la même histoire? Est-ce qu'elle sera racontée de la même manière? Ça, c'est autre chose. Depuis Les Saignants jusqu'à la toute dernière production, est-ce que vous avez puisé dans un livre ou c'est, comme on le disait tout à l'heure, les bruits qui vont et viennent, qui s'entendent de bouche à oreille chez nous? C'est une très belle question puisque mon dernier film est intitulé « Les armes miraculeuses ». Les armes miraculeuses, c'est un livre d'Aimé Césaire, mais nous n'avons pas adapté le livre, en fait. Les armes miraculeuses, c'est le sujet du film, en fait. C'est-à-dire que l'histoire d'un condamné à mort qui lit beaucoup et qui espère que la littérature va le libérer de la mort. Donc, quelque part, nous n'adaptons pas un livre, mais la littérature est le sujet du film. Absolument. Et vous, Laurent Guillaume? Je me nourris de tout ce que je peux trouver dans la fiction. C'est-à-dire que dans mon dernier roman, enfin dans mon prochain roman, en fait, je pars d'un film qui s'appelle Blood Diamond. Je trouvais qu'il y avait un tel gap, un tel delta entre d'un côté le film qui est très parcellaire, qui ne raconte rien d'une guerre civile, et qui pour moi est un film un peu toxique, en ce sens qu'il donne une image fausse de l'Afrique, parce qu'en fait sur l'Afrique on se concentre presque toujours sur ce qui ne va pas et qu'on ne montre jamais ce qui va bien. Donc moi je me suis dit je vais essayer de rétablir la vérité et que les gens puissent comprendre la problématique de l'Afrique. Chaque fois que je prends un texte, je me rends compte qu'on réduit la problématique de l'Afrique parfois à des épiphénomènes. Donc mon boulot à moi, en gros, c'est sous couvert. Moi, je ne suis pas ni moraliste, ni je suis juste là pour permettre, en prenant du plaisir, en ayant le plaisir de la fiction, de comprendre des choses plus profondes. Donc mon travail sur mon prochain roman, ça va être essayer d'expliquer qu'en fait, dans les conflits qui se passent en Afrique, il y a presque systématiquement des interventions extérieures qui sont des interventions qui vont catalyser les conflits. Et dans tout ce que je fais, là, j'ai un projet d'adaptation d'un autre de mes romans avec une boîte de production française et un acteur français célèbre. Mon travail consiste à dire que sous le couvert de l'intrigue policière, on va raconter des choses du pays afin de faire des formes de passerelles. Non, moi, l'art pour l'art ne m'intéresse pas. Moi, il y a une forme d'engagement. En fait, il faut qu'il donne à réfléchir. Okay. Alors, si je vous disais adaptation, mode d'emploi, quelle serait votre réponse? Alors, je dirais que vous avez presque juste. Les stagiaires, d'ailleurs, au début, je ne sais pas si tu te rappelles, Jean-Pierre, m'ont demandé des recettes. Et je leur ai dit, je ne donne pas de recettes. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, l'adaptation, tout comme l'écriture, c'est de la technique. En grosse partie, est une part de créativité. Dans l'adaptation, il y a aussi de la créativité. Il ne faut pas croire qu'on est cantonné au texte dont on fait l'adaptation. Il faut comprendre qu'en fait, quand un scénariste ou un réalisateur adapte un texte, il crée une œuvre originale, indépendante. Et qu'à ce titre, il a une vraie valeur ajoutée, et à ce titre, il est lui-même un artiste. C'est-à-dire qu'en fait, il faut ne pas considérer, on est dans le Cameroun comme la France, on est dans des pays dans lesquels on a, alors vous avez l'oralité peut-être un peu plus qu'on l'a en France, mais il y a une sacralité du livre. Et en gros, moi, j'essaye de désacraliser le livre. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on ne doit pas être tenu par le livre, il doit être un support et non une barrière. Et mon travail consiste à leur dire, ok, je vais vous donner des outils que vous devez respecter si vous avez envie et qui vont vous aider à vous exprimer librement. Donc il n'y a pas de... Il y a un mode d'emploi qui est donc, effectivement, il faut lire le livre, dégager les lignes de force du livre, dégager les personnages. Après, il y a un travail de structure que je leur ai enseigné qui est assez long, donc je vais éviter d'alourdir mon propos. Mais en gros, tous ces outils que je leur donne, c'est pour qu'ils puissent s'exprimer librement. Et quand ils me disaient, mais là, je peux pas, je dis, enlève cette partie-là si elle ne te plaît pas. Ce n'est pas un problème. En gros, il faut que les gens comprennent que le travail d'adaptation, c'est un travail créatif, c'est un travail artistique au même titre que le travail d'écriture, parce que le romancier qui va s'émouvoir du fait qu'on a modifié son livre, il oublie un léger détail, c'est que tout le monde s'inspire de ses prédécesseurs. Et qu'en fait, on est une sorte de grande chaîne de création et que personne ne peut dire « ça c'est moi ce que j'ai écrit, tu ne peux pas y toucher ». En fait, tout le monde s'inspire de tout le monde. Tout le monde doit à tout le monde, voilà, exactement. Depuis Aristote et la poétique, on se rend compte qu'il y a un nombre limité de cas de figure de narration et de fiction. Jusqu'à maintenant, on raconte presque toujours les mêmes histoires. C'est la façon dont on les raconte qui va changer le thème.
quelqu'un disait, les lieux communs, ça date depuis la Genèse, et les mêmes thèmes reviennent, ce sont souvent cela. Alors, Jean-Pierre Bekolo, qu'est-ce qui vous amène justement à proposer cet atelier, ces classes d'adaptation des œuvres littéraires au cinéma? Y avait-il vraiment un grand besoin pour relever le cinéma camerounais? C'est très bien posé comme question, puisque c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis des années. J'avais même une espèce d'esquisse du projet. Donc quand Yann Lorveau, le conseiller culturel, me dit « Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour relever le cinéma camerounais ?» Évidemment, je ne réfléchis pas. Je dis « Voilà, il faut adapter les livres. » Parce que ce qui est assez flagrant, c'est que le niveau littéraire est très élevé, je trouve, suffisamment élevé, au moins comparé au niveau du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma frise plutôt avec la débrouille et semble vouloir s'y installer. C'est-à-dire que l'illettrisme, bon bref, pour être correct, on va dire l'oralité, mais toujours est-il qu'à côté de toutes ces belles œuvres que nous avons, et que justement Amadou Djaili parle de sa récompense pour les lycéens, montre qu'effectivement, elle écrit depuis des années, c'est pas une jeune. Voilà. Donc c'est pour dire que nous avons un matériau, nous avons de la matière, et nous avons des talents, des auteurs. Malheureusement, le cinéma ne s'en saisit pas. Et c'est peut-être ce qui handicape le cinéma. Donc en répondant à Yann, en disant, à mon avis, il faut adapter les livres, et tout de suite il a dit, voilà, j'achète. Donc voilà, on s'est embarqué dans le projet. Il a dit voilà, essayons de voir ce qu'on peut faire. Et évidemment, la première idée, c'était de faire venir quand même quelqu'un dont c'est la spécialité. Hein. Et ce qui est génial avec Laurent Guillaume, c'est qu'il pratique les deux. Et puis surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est pas un retraité. Parce qu'on tend à nous envoyer des retraités ici qui cherchent un second souffle. Parce que leur carrière est finie et lui, il est très occupé. Pendant l'atelier, on l'appelle de partout. Y a-t-il la retraite dans le cinéma et la littérature? Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est très bien d'avoir quelqu'un d'actif. Parce que quelqu'un qui est actif actuellement, il nous dit ce qui se passe dans le vrai monde. Parce que là, ici, nous ne sommes pas dans le vrai monde, surtout dans ce domaine-là. Et qu'en plus, les choses évoluent. On peut avoir été une star de l'écriture il y a 10 ans, mais ça passe très vite, personne ne vous appelle plus. Et puis parfois, il y en a qui viennent en Afrique parce qu'ils sont déjà fatigués et qu'ils ne sont plus actifs. Et ce qui est bien, donc, c'est de dire qu'au moins, il nous met à jour et nous dit ce qui se passe vraiment dans son travail. On l'a vu passer des coups de fil ou recevoir des coups de fil en plein atelier par rapport à ce qu'il fait actuellement avec des stars comme Omar Sy, avec Canal+. Je crois que pour moi, on a déjà gagné par sa présence ici à vraiment essayer de sortir un peu de ce côté insulaire que le Cameroun tend à avoir et surtout que le cinéma camerounais. Est-ce que la cible est au courant de ça, notamment ceux qui sont porteurs de projets de cinéma? Quels sont ceux qui sont apprenants de ces classes? Nous avons quand même les cinéastes, il y a Thierry Ntamak, on a pris toutes les générations, Blaise Nomozanga qui est l'ancien directeur du cinéma. Bon, donc pour dire que le spectre est assez large, on a aussi ouvert à d'autres formes, ceux qui écrivent bien, il y a des slameuses, hein, il y a des rappeurs, parce que eux, avec le texte, ils ont quand même une autre approche pour que nous ne soyons pas dans le cinéma de grand-père, qu'on puisse aussi avoir du sang neuf. Il y en a qui veulent adapter des essais, le livre de Mbok Basson sur les religions africaines. Donc l'idée, c'est de se nourrir aussi de toutes ces, disons, nouvelles formes d'écriture et de cette diversité dans le groupe. Okay. Alors, les premières réactions, ça fait une semaine, vous avez bientôt fini? Alors on a bientôt fini la première phase, en fait le projet n'est pas terminé, je reviens normalement, si tout se passe bien, d'ici 3 ou 4 semaines, je ne sais plus exactement, et en fait le travail d'écriture c'est un travail de longue haleine, et le travail de scénario c'est à la fois technique et créatif, et donc du coup, et en fait les gens que j'ai eus, et si vous voulez savoir le point de vue que j'ai sur la semaine qui s'est écoulée avec nos stagiaires, en fait je me rends compte d'une chose, c'est qu'en fait j'ai affaire à des gens intelligents, très motivés, qui ont, je dirais c'est même plus qu'une envie d'apprendre, c'est un besoin d'apprendre, et c'est un besoin d'avoir des éléments. C'est-à-dire que nous, en France, on a cette chance d'avoir des écoles spécialisées dans l'écriture, dans l'écriture, comme la FEMIS, l'Institut Lumière. On a des structures très performantes,
qui sont très efficaces. Et en gros, là, je sens effectivement un besoin de disposer de ces outils pour canaliser leur créativité. Donc, en fait, ça donne des échanges passionnants. Ça donne des échanges. En fait, je me rends compte en fait qu'il y a des différences significatives qui sont liées à la culture. Par exemple, la tradition est toujours une chose qui est toujours très présente dans les histoires que veulent raconter les stagiaires, soit qu'ils la mettent en avant, soit qu'en fait elle soit leur racine, soit qu'ils veuillent peut-être un petit peu à un moment s'en écarter un petit peu. En gros, bref, on a des échanges très intéressants. Et au-delà de la technique, moi ce que je voulais en fait qu'ils puissent intégrer, c'est la liberté, c'est-à-dire qu'en fait en gros de toutes les règles que je leur ai données, aucune n'est péremptoire et aucune ne doit s'appliquer à tout prix. C'est-à-dire ce qui compte, c'est l'histoire, et ce qui compte, c'est le message qu'on véhicule. Et le plaisir, c'est-à-dire qu'en gros, les messages passent mieux quand on regarde une fiction en se disant « Waouh, ça raconte quelque chose d'intéressant ». Donc voilà, moi ce que je veux, c'est que sous le couvert de la distraction, on parle de choses relativement sérieuses et qui parlent du pays. Alors il y a un auteur qui est décédé aujourd'hui, un philosophe camerounais, qui a élaboré sur l'orature, peut-être un néologisme, qui l'oppose à l'écriture. Et l'orature, il définit ça comme étant des phrases qui sont bien construites mais qui ne sont pas écrites. C'est de la pensée élaborée mais qui n'est pas écrite. Alors est-ce que, à partir de l'expérience africaine, vous n'allez pas faire un travail aspectuel, assez partiel, en oubliant le côté orature de l'oralité africaine? Je crois que l'exercice du pitch démontre très bien qu'il n'y a pas de différence et que d'ailleurs le cinéma a besoin de cette oralité pour qu'on pèse, qu'on jauge la consistance de l'histoire. Voilà. Donc l'oralité retrouve le cinéma à beaucoup d'endroits. Bon, maintenant, le texte, évidemment, et je crois que Laurent a passé son temps à le dire, qu'il ne faut pas que ça devienne lourd, qu'il ne faut pas que ça devienne trop intellectuel, que l'écrit, justement, s'il doit se dire après, s'il doit être mise en bouche pour utiliser. Voilà, donc il y a tout ça qui est en jeu. Enfin, je ne sais pas si... Alors, par rapport à ce que vous avez dit sur l'orature, je trouve que c'est hyper intéressant parce que d'une certaine façon, l'orature, il y a un vrai cousinage avec le dialogue de cinéma. C'est-à-dire que le dialogue de cinéma, et c'est là qu'en fait on trouve les grands dialoguistes, c'est qu'en fait le dialogue de cinéma, en fait, ce n'est jamais du dialogue parlé, mais ça doit donner l'impression que c'est du dialogue parlé. En fait, on ne parle jamais comme un dialogue de cinéma. Ça veut dire que simplement, il faut que ça donne l'impression que c'est pas construit comme et d'ailleurs un film dans lesquels les personnages déclament des dialogues qui sont très écrits, donne un sentiment de fausseté. Donc en gros, d'une certaine façon, le dialogue de cinéma, c'est de l'orature. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'oral écrit, mais qui se maquille, qui se cache. Et en fait, c'est ça le vrai talent d'un dialoguiste, et c'est ce que je me propose de leur apprendre plus tard, j'espère qu'on aura l'occasion de le faire, c'est-à-dire qu'on commencera à la version dialoguée, c'est en fait qu'ils puissent écrire des dialogues qui soient à la fois beaux, simples, concis, et en même temps qui donnent l'impression de ne pas être écrits, mais qui sont écrits. Alors, qu'est-ce qu'on en tire au sortir d'une telle formation, la construction de quelque chose de bien établi, assis sur un projet de cinéma, assis sur du matériau bon, valable, crédible? En fait, c'est ça. Nous ne sommes pas en formation, nous sommes en production ou pré-production. Okay. On appelle ça du développement. Évidemment, la formation est un passage obligé, mais il s'agit au final de faire des films inspirés, tirés des œuvres littéraires. Donc, nous avons un partenariat avec la maison d'édition Ifriqiya. Donc, merci à Jean-Claude Awono d'avoir accepté de jouer le jeu en mettant à la disposition de notre projet les romans de sa maison d'édition, et puis donc des auteurs aussi, évidemment. Et puis, nous allons donc, dans cet exercice va se poursuivre jusqu'à obtenir, disons, des scénarios solides tirés de ces œuvres-là. Et puis, que fait donc le partenaire, l'Institut français et l'ambassade de France, c'est qu'il nous aide à acheter les droits. Ah oui.
exercice, on en parle, on poursuivra justement cet exercice d'écoute dans nos prochaines éditions et vous retrouverez cet entretien dans Ces murs qui chantent, dans la bibliothèque très enchantée de Serge Pout. But before you came, I was just watching the movie trailer of The Crown. Yeah. Concerning Elizabeth. So Elizabeth, Queen. Queen So, Elizabeth II. before you came, we talk about Elizabeth II, la reine des chapeaux, devenue icône de la mode et de la culture pop au cinéma. But why? We're going to understand it more in our figure de style, but we are going to have in our zapping de l'histoire Definitely. A nice story. Nice story, Steve Chega. Concerning the broadcasting of that day. February 1952, quand la reine a été when she was enthroned. Et c'est un événement qui a fait d'elle la reine de la télé, parce que c'était le tout premier couronnement filmé par la télé, regardé par des milliards de personnes à travers le monde. C'est dans notre zapping de l'histoire et nous rappelons qu'entre-temps, nous avons parlé de l'adaptation littéraire quand les livres africains se retrouvent sur écran ou sur scène, comme Le Vieux Nègre et la Médaille, comme c'est le cas en ce moment à l'Institut français. Merci Clarence Ngué d'être passé. Well, it's always a pleasure to be part of Chez nous les artistes. Have a nice weekend, bro. Same to you. Chez nous les artistes, la suite. Chez nous les artistes, merci de nous retrouver. Elle a battu tous les records. L'histoire de Sa Majesté est intimement liée à l'évolution des médias. Le couronnement de la jeune Elisabeth, le 2 juin 1953, le premier à être diffusé en intégralité en direct, fut le premier événement majeur à être diffusé, disais-je, internationalement, à la télévision. De nombreuses télévisions furent achetées et louées même pour l'occasion. Et depuis, le Royaume-Uni, la France, le Danemark et la RFA, son couronnement marque la naissance de l'Eurovision. Dans les heures qui suivent, l'enregistrement est envoyé par avion, s'il vous plaît, dans d'autres pays, notamment au Canada, aux États-Unis et en Australie. Un pari gagné pour la nouvelle souveraine, puisque près de 20 millions de Britanniques, soit 40% de la population à l'époque, étaient devant leur petit écran. La session au trône d'Élisabeth II est suivie par 277 millions de téléspectateurs dans le monde, entre le direct et le différé et la retransmission au cinéma. Je vous assure, cet événement a fait d'elle la reine de la télévision. Et c'est un peu ce que nous voyons dans notre zapping de l'histoire. C'est une archive de l'Institut national des archives de Paris. D'Angleterre, une reine reçoit la couronne. Grande journée pour le monde britannique qui vit ses plus belles heures depuis la fin de la guerre. Parti de Buckingham Palace, le carrosse historique où ont pris place la reine et le duc d'Édimbourg se dirige vers l'abbaye de Westminster entre deux haies d'une foule telle qu'on n'en vit jamais. « 3 millions de spectateurs sont en effet debout sur le passage du cortège. La plupart ont passé la nuit à leur place, mais la vue du carrosse doré, le visage clair de cette reine de 27 ans qui symbolise l'avenir britannique sont une magnifique récompense. Devant l'abbaye de Westminster où bat depuis 900 ans le cœur du royaume, d'autres foules aussi denses, aussi haletantes. C'est là, dans ce sanctuaire, que se résume l'histoire d'Angleterre. C'est là que depuis les plus anciens âges, les souverains reçoivent la couronne et le sceptre.
Dans cet apparat médiéval, Élisabeth II va être consacrée par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, de l'Irlande du Nord et des dominions d'au-delà des mers. Elle s'avance maintenant sous les voûtes de Westminster. À leur ombre dorment tous ceux, rois, guerriers ou poètes, qui firent au long des siècles la grandeur du nom anglais. Lentement, entre deux haies formées par les délégués de 72 nations, les princes des plus vieilles familles d'Europe, les Rajas de l'Inde, les rois d'Afrique et les cheikhs d'Arabie, elle marche vers le sanctuaire. Au premier rang, le duc d'Édimbourg. Au centre du chœur, le trône antique de Saint-Édouard, sur lequel furent couronnés tous les rois d'Angleterre. Et sur un rythme étrangement lent, dans ce décor coloré où les rois d'armes, les écuyers, les chambellans et les pages s'animent comme les personnages d'une tapisserie du Moyen-Âge, commencent les cérémonies qui font d'une souveraine désignée par les lois une reine marquée du signe divin. Sur l'autel, les insignes du pouvoir resplendissent. Tout près des ducs royaux, la reine-mère à la tribune royale garde près d'elle le petit prince Charles, le futur roi. L'instant solennel approche. On revêt la reine de la robe impériale et de la ceinture d'or. La voici prête à recevoir les insignes du pouvoir. L'archevêque de Canterbury lui remet l'épée de l'État, symbole de sa juridiction temporelle dont elle ne devra user que pour défendre les opprimés, selon la formule sacramentelle. Le globe qui s'accompagne des mots, prenez ce globe et rappelez-vous que le monde est soumis à Dieu votre Seigneur. Le sceptre à la croix, symbole de la justice, et le sceptre à la colombe, symbole de la miséricorde. Et voici l'instant suprême. L'archevêque de Canterbury prend la couronne de Saint-Édouard sur laquelle étincellent plus de 1000 pierres précieuses. Il l'élève à la vue de tous et la pose sur cette tête de 27 ans. À ce moment, tous les pères se couvrent de leur couronne médiévale. Spectacle étonnant qui veut qu'à l'époque atomique, les reines naissent encore comme en l'an 1000. À cette souveraine couronnée, à cette jeune femme devenue le symbole émouvant de l'Angleterre de tous les temps, les pères d'Angleterre vont faire leur serment de sujétion et de fidélité. Quittant le trône de Saint-Édouard, elle gagne à pas lents le trône d'État, sur lequel elle recevra la promesse des grands de son royaume. Et le premier gentilhomme du royaume, le duc d'Édimbourg, s'avance. Mari d'Élisabeth, il s'avoue le premier sujet de sa souveraine. Sans couronne, à genoux, les mains jointes entre les mains de la reine, il prononce les mots rituels « Je suis votre homme lige, d'âme et de cœur ». Et c'est toute l'imagerie des contes de chevalerie qui remonte tout d'un coup du fond des siècles. C'est fini. Au milieu des vivas et des fanfares, le cortège s'avance. Pour la 38e fois, le vieux décor de Westminster a vu la couronne descendre sur une tête. Précédé des porte-étendards, parmi lesquels le maréchal Montgomery porte les couleurs royales, précédé des chefs des gouvernements alliés à la couronne venus d'Ottawa, de Colombo, du Cap, de Karachi ou de Canberra, dont Sir Winston Churchill ferme la marche, la reine regagne son carrosse de conte de fées.
Voilà, elle a marqué l'histoire. Elle a battu des records aussi. La reine, c'est aussi la reine de beauté, la reine des chapeaux. On va découvrir l'inimitable style vestimentaire de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui s'en va. C'est un document signé de nos confrères de France 2. Et là-bas, vous verrez la reine des chapeaux, ses courts-chefs de tête couronnée qui entrent dans l'histoire. Elisabeth II, c'est 70 ans de vêtements, chapeaux, accessoires, créés sur mesure. Être vue pour être crue, telle est sa devise. Et pour ça, la reine a toujours su s'entourer de stylistes personnels qui comprennent son goût pour l'originalité. C'était le cas de Simone Mirmand. Pendant plus de 30 ans, elle a confectionné des chapeaux emblématiques pour Elisabeth II. Nous avons rencontré sa fille, Sophie. Elle n'avait alors qu'une dizaine d'années, mais elle conserve un souvenir intact de cette époque. Ma mère allait au palais avec le tailleur qui faisait les costumes et elle essayait les vêtements en même temps que différentes formes de chapeaux. Et la reine prenait un grand plaisir à parler français à maman. Dans la maison familiale, Sophie Mirmand garde aujourd'hui précieusement les témoins de ses créations. Elle mettait le chapeau sur cette poupée pour pouvoir le regarder de tous les angles. Les chapeaux de la reine ont été essayés sur cette poupée. Des photos, patrons, modèles, dessinés avec un cahier des charges très précis. Ce qui était important, c'est que le chapeau tienne bien sur la tête, que son visage soit visible et que les gens puissent vraiment la voir et voir son expression. Donc elle n'avait jamais un chapeau avec un bord très large, elle avait toujours un chapeau qui accentue son visage. Ces chapeaux ont marqué l'histoire, exactement. Des chapeaux entrés dans l'histoire, car chacun est lié à une occasion spéciale, photographiée sous tous les angles. Comme en 1969, un chapeau de soie d'inspiration médiévale pour l'investiture du jeune Charles en tant que prince de Galles. Ou encore ici, en 1981, un béret en satin bleu, toujours signé Simone Mirmand, pour le mariage de Charles et Diana. Des tenues très différentes, mais associées à des accessoires rituels, comme ces sacs à main. Souvent noirs, toujours de la même marque depuis plus de 40 ans, son fabricant de sacs officiels les adapte spécialement pour elle. Elle porte celui-ci, noir verni, brillant. Pour elle, on allonge les hanches. Son chic, son glamour survivra au choc que sa mort inflige au monde. Alors, on a dit, on a entendu dire qu'elle avait le record, oui, mais le Cameroun peut jubiler aujourd'hui d'avoir Sa Majesté Sokodjo, chef de Bamenju. Il a 69 ans de règne, il en aura 70, record sur le trône, la grâce de la longévité. Et l'histoire dit aussi que le Cameroun bat encore des records. En réalité, le 10e roi des Bamoun, Sa Majesté Kwoto, qui a régné pendant 85 ans, de 1672 à 1757, est de loin, bat de loin le record de Louis XIV, dont on dit qu'il a passé 72 ans au trône. Le Cameroun peut donc tenir ce record-là, la grâce de la longévité sur le trône. Cela dit, je vous invite à découvrir le pas de danse, la solidité de Sa Majesté Sokodjo dans la cour royale de Bandung. Ce sont des images que vous pourrez apprécier. Il s'agit, avec la complicité de la réalisation, il s'agit d'une danse du vivre ensemble, le Keknya. C'est la danse du vivre ensemble et de la noblesse. C'était pendant le festival Tchepan de ce peuple. On va donc se dire au revoir sans jamais se quitter. Et comme on a dit que c'est la danse du vivre ensemble, comment ne pas se séparer sur un clip du vivre ensemble en faisant un clin d'œil, en remerciant Sa Majesté le chef supérieur de Bandung, qui a accueilli CRTV News cette semaine et le week-end dernier sur ces terres. On est content, on salue les Torjom qui ont accueilli la télévision là-bas. Et comme on dit, on reste ensemble. Comment ne donc pas rester ensemble en savourant cette pièce de musique qui va suivre? Il s'agit de Les mains dans la main de Rémy Starr. On reste dans cette joie au sommet des montagnes, là-haut sur les montagnes,
comme on se dit, on se quitte, on se dit au revoir sans jamais se quitter parce que vous nous êtes toujours fidèles et nous vous remercions pour cela. Chez nous les artistes, c'était chez vous. Bon week-end, prenons soin de nous. Le Cameroun compte sur nous. À très bientôt. Nous remercions toutes nos équipes de production et l'info se poursuit à l'écran de l'actualité sur RTV News. Ici toute l'info. No,